bonsoir. Merci de nous retrouver encore sur cette émission, votre émission Grand Carrefour. Eh bien, Covid-19, la pandémie et qui bouleverse le monde entier, fait aujourd'hui plus de 68 000 morts à travers le monde. Eh bien, le continent africain a touché et aussi le Togo touché. Nous comptons aujourd'hui 70 cas confirmés positifs à virus corona. 23 personnes guéries et encore 44 en sont maintenant. Mais quelles mesures de riposte contre cette pandémie qui ne laisse personne paisible dans le monde? Nous en parlons encore cet après-midi dans cette émission. Le Togo prend des mesures, mais comment comprendre davantage l'évolution du cas au Togo? C'est bien le créneau de cette émission cet après-midi ici à ce plateau, monsieur docteur bien sûr, et Thomas Bellewi. Eh bien, vous êtes médecin, directeur général des actions sanitaires. Docteur, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir. Docteur, je le disais tantôt, eh bien, le danger est là, ce n'est plus à la porte. Depuis un moment, le Togo vit au rythme de ce monstre sanitaire. Et nous sommes à ce jour, à l'heure où nous parlons, 70 cas confirmés positifs. Eh bien, par grâce, 23 personnes guéries de ce cauchemar. Pas possible. Eh bien, si vous êtes demandé aujourd'hui de faire un état des lieux de cette crise sanitaire dans laquelle nous sommes au Togo, que diriez-vous? Alors, merci encore une fois de me donner l'occasion d'intervenir sur cette chaîne de télévision au sujet donc, de ce que vous avez appelé monstre. C'est un ennemi invisible, parce que on le dit si bien, nous sommes dans une guerre dont l'ennemi est invisible. Ça a commencé très loin, donc en Chine, ça fait le tour du monde et c'est venu en Afrique et au Togo. Et chaque pays s'est battu pour se préparer, quand je prends le cas du Togo, pour se préparer à la réponse adéquate. Donc, depuis déjà l'alerte donnée en janvier, en fin janvier par l'OMS, c'est le 23 janvier, donc le Togo s'est préparé pour renforcer la surveillance afin de détecter le plus tôt possible d'éventuels cas. C'est ce qui nous a amené à découvrir, à confirmer le premier cas le 6 mars dernier. Aujourd'hui, vous venez de l'annoncer, 70 cas. Vous avez vu comment ça a évolué. On avait vu un pic le 18 avec 8 cas. Avant-hier, il y a eu un pic de 14 cas. Hier, 7 cas. Et aujourd'hui, le chiffre s'ajoute, on est à 70. Vous avez vu que le chef de l'État et son gouvernement, avec tous les acteurs des différents ministères et le secteur privé, chacun a apporté sa contribution dans la lutte contre cette épidémie. Depuis que le premier cas a été annoncé et les cas ont commencé à aller crescendo. Même si on reproche au Togo la mauvaise gestion du début de cette crise, M. le directeur, nous ne voulons pas la face. Bon, vous savez, on va toujours reprocher tout gouvernement, comme le gouvernement togolais, dans la gestion de la crise Covid, comme dans la gestion de toute crise en général et particulièrement la crise sanitaire. Mais il faut avouer, parce que la surveillance se faisait, la sensibilisation s'est faite. Vous voyez pourquoi, quand vous voyez la deuxième fois que j'apparais ici, il y a plusieurs experts, plusieurs communicateurs, plusieurs spécialistes qui sont passés sur toutes les chaînes de télévision et de radio. Il y a des sensibilisations qui se sont faites dans les préfectures, dans les districts sanitaires, avec, donc sous la coordination des préfets, et l'implication forte ou la mobilisation forte des élus locaux, donc les maires, les conseillers, les leaders communautaires, les religieux, bref, tous les acteurs qui peuvent parler et faire comprendre le message par les concitoyens, par la population togolaise. Alors, les cas qu'on a lancés, il y a eu ce qu'on appelle une réponse rapide, c'est l'isolement de ces cas pour que ces cas ne puissent pas contaminer d'autres.
Donc, ça va limiter la propagation de la maladie. Et ces cas isolés, suivis strict pour que d'éventuels signes de complications, si ça survenait, qu'on puisse rapidement prendre les mesures de traitement pour que cette personne ne puisse pas avoir la complication ultime qui peut tuer. Est-ce que vous voyez? Et bien évidemment, au-delà de tout ça, vous allez voir que on a reçu des décès. Trois décès. On a eu des décès. Bon, comme toute maladie, Covid-19 tue. Même si elle ne tue pas, comme d'autres maladies, elle tue. Donc, le gouvernement a pris des mesures. Alors, certains aujourd'hui sont réticents sur le nombre communiqué. Certains Togolais trouvent aujourd'hui qu'il y a eu plus de décès que ce qui est communiqué officiellement. Vous répondez quoi, M. Diota? Il faut que les Togolais aient confiance en leur système sanitaire. Parce que c'est les hommes qui sont là-bas. Et vous savez, le ministère de la Santé regorge beaucoup de médecins, doctorats, plus et tout, la bagatelle des enseignants, des professeurs agrégés, des professeurs titulaires. Et tout le personnel paramédical, donc techniciens de laboratoire, les infirmiers, tout ce personnel-là, spécialité avec les différentes spécialités. Je vois mal aujourd'hui qu'on dise qu'il y a un cas de décès de Covid et le ministère de la Santé va cacher l'information au gouvernement. Non. Je voudrais que les gens soient rassurés. Il y a eu des décès qui ont fait, à cause de Covid, les gens ont paniqué dans les quartiers. Il y a eu des décès à domicile. Les gens pensent que c'est... Il y a eu des décès dans des formations sanitaires. Tout de suite, les gens pensent que c'est Covid. Non. Pour certains, il y a eu prélèvement un peu avant le décès, puisque la personne est rentrée dans un tableau déjà aggravé. Donc, chez certains, il y a eu prélèvement post-mortem, c'est-à-dire après le décès. Et ces prélèvements se sont avérés jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un cas où on a trouvé que c'était positif. Si c'est positif, il y a des recommandations internationales. Le RSI, le règlement sanitaire international, exige, nous devons le comptabiliser parmi les décès. Alors, je voudrais revenir sur les cas les nouveaux cas qui augmentent. Alors, il faut dire que nous avons un retour massif de nos compatriotes. Les dates du 17 et du 19 et en allant. Alors, ces gens sont suivis régulièrement pour qu'on dépasse les 14 jours réglementaires annoncés pour qu'on s'assure que dans les 14 jours, ils vont positiver s'ils sont porteurs. Et donc, la majorité de ces gens qui sont revenus des voyages ont dépassé les 14 jours. Les personnes contacts parmi les premiers cas aussi ont été recensées. Donc, les deux groupes-là, il y a au moins 1000. Est-ce qu'il y a la certitude aujourd'hui que la majeure partie des personnes contacts sont recensées? Alors, vous savez, contacts recensés, ça dépend aussi de la bonne foi des gens qui vont... Parce que lors de l'investigation, on vous interroge. On interroge la personne qui est positive. Son parcours. Ce n'est pas évident que la personne se rappelle si ça fait pas plus d'une semaine. La personne peut oublier, ça arrive. Ou parfois, bon, il peut avoir, c'est pas la méchanceté, donc ça peut se dire, bon, par peur de quelque chose, on peut cacher, c'est l'homme qui est ainsi fait. Et donc, les contacts que nous annonçons, ça, c'est ce que nous avons pu identifier. Mais il y a certainement des contacts. Et parmi les positifs, il y a des gens pour lesquels on n'arrive pas à retrouver les personnes contacts. Les traces contacts. Alors, c'est le dépistage là, massif, depuis vendredi, de ce gros nombre-là. J'ai dit, ça fait plus de 1000. Actuellement, nous sommes autour de 1300. Parce que les contacts sont nombreux, c'est 700 et quelques, plus les voyageurs. C'est dans ce nombre qu'on prélève beaucoup en technique. Et c'est ça qui a expliqué que le nouveau cas quotidien, depuis avant-hier, on se connaît cette hausse aussi rapidement possible. C'est comme ça. Et vous allez voir, quand nous allons finir ce grand groupe, le nombre, bon, c'est ce que nous souhaitons, peut chuter. Donc on va mettre plus. Mais, n'oubliez pas qu'il y a un problème sérieux à sauver, où tout un village est déjà cerné, parce que il y a une secte là-bas où, bon, avec le patron,
avec ses adeptes, il y a beaucoup qui ont été contaminés. C'est pour ça que ce codé est passé de 1 à 12 en 48 heures. À 48 heures, de Parce 1 à que 12. Et c'est justement ce qui a obligé 12 heures. d'ailleurs le couvre-feu qui a été concerne étendu aussi à Sokodé. la profession de Sokodé était théologie. bouclé au début. Donc ça veut dire que si on n'avait pas bouclé Sokodé au début, j'imagine ce qui se faisait. Donc on serait à un drame. Je peux dire directement c'est un drame parce que tout un village d'environ 250-300 personnes, vous savez comment ça va se gérer. Il y a des pistes. On est en train de voir comment on va vraiment les accompagner pour que la chaîne soit intervenue entre eux et que la chaîne ne va pas vers les gens qui ne sont pas dans ce village. Voilà, là aussi une question, 11 cas nouveaux dans un district comme ça, est importé par, disons, l'étranger. Ça donne à réfléchir et ça doit interpeller les communautés par rapport aux habitudes, par rapport aux gens que nous accueillons. Quel que soit le motif en cette période, on devrait penser que, attention, est-ce que ces personnes-là sont saines ou sauves par rapport à cette maladie? Ça a beaucoup échappé. Bon, nous le regrettons, c'est déjà fait, on dit le vin tiré, il faut le boire. Et nous le boire ensemble avec cette communauté. En tout cas, merci docteur. Nous allons quand même revenir sur l'affaire Sokodé. Mais ce que je voudrais savoir, est-ce qu'à ce jour, il y a encore des gens en quarantaine et qu'on doit tester dans les prochaines heures pour voir encore leur état de négativité ou de positivité? En quarantaine, oui. Puisque vous savez, les hôtels ont été réquisitionnés pour ça. Donc, à Lomé, c'est le Bénin. Il y a actuellement une stratégie vers laquelle on va attendre. Donc, pour les positifs, on se dit, si vous ne manifestez pas de symptômes, puisque dans 80% au moins des cas, vous êtes infecté, mais vous guérissez même sans traitement, on se dit, bon, au vu de la capacité laitière dans nos centres de prise en charge, est-ce qu'il faut amener tout le monde donc, à l'hôpital? Et donc l'idée a été vraiment épousée par le chef de l'État et que les hôtels sont réquisitionnés pour les cas positifs qui n'ont pas de symptômes. Et donc, c'est quand au moindre symptôme, on voit que ça demande vraiment une prise en charge médicale, on vous envoie dans le centre de traitement. On ne vous laisse pas vous isoler à la maison chez vous. Justement, on ne veut pas, parce qu'on pouvait le faire, mais nous avons compris, avec les quelques cas, que comme nous ne sommes pas autodisciplinés, il y a vraiment, ça échappe. Certains ne respectent pas. Si les gens respectaient, l'isolement se fait à ces deux niveaux. Soit à domicile, en étant sûr que vous n'allez pas prendre les mesures barrières pour ne pas contaminer vos voisins, ou à l'hôpital prise en charge. Dans les pays qui ont connu beaucoup de cas, vous ne pouvez pas hospitaliser tous ces gens. Donc l'isolement, quand vous êtes positif, c'est à ces deux niveaux. Soit c'est à l'hôpital, soit c'est à la maison. Maintenant, pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de cas. Nous pensons qu'il vaut mieux les isoler dans un lieu. Et quand on se dit, comme on n'a pas beaucoup de place à l'hôpital, il vaut mieux prendre des hôtels. Et les autorités ont déjà avisé, donc on est en train d'aller dans ce sens. Monsieur le directeur, comme dit, et tout le monde entier le sait aujourd'hui, ce virus ne connaît ni taille, ni poids, ni âge. Eh bien, tout le monde est dans le coup. Beaucoup formulent des allégations aujourd'hui, des allégations selon lesquelles certains poids lourds ne se soumettent pas à cette mesure de mise en quarantaine ou alors sont déposés chez eux à la maison pour subir des traitements ou alors des prises de température de temps en autre. Que répondez-vous à ces différentes critiques? Les critiques, ça va toujours refuser de gauche à droite, quel que soit ce que vous faites. Même si tout peut être droit, nickel, il y aura des critiques pour des raisons que souvent nous ignorons. Alors, c'est un poids lourd, je ne sais pas de quoi j'en parle. Parce que les gens qui sont admis et ont fait les prélèvements, dès que le résultat sort, on déclenche la machine pour que ces gens soient isolés. Depuis là, c'est comme ça qu'on est en train de faire. Et je le répète, l'isolement se faisait dans les centres de prise en charge. Maintenant, on se dit, on nous donne une possibilité que ce soit dans les hôtels pour que le cadre soit agréable, très acceptable pour la majorité des gens contaminés.
Mais parler de certains groupes, Dans tous ça, les je cas, connais pas. tout le monde est mis en quarantaine si on est suspecté. Alors, je pense que, je ne sais pas si vous avez suivi une vidéo venant du Burkina concernant un ministre. Il est resté à la maison, lui-même s'est auto-confiné. Il a suivi donc, les conseils donc, du corps médical jusqu'à ce que il a été... Bien évidemment, à Côte d'Ivoire, oui. le ministre, il y a un des ministres aussi qui a été testé positif, il a annoncé officiellement. Eh bien, la Grande-Bretagne, le Premier ministre est aujourd'hui en soins intensifs, il a annoncé. La question est de savoir, est-ce qu'une autorité aujourd'hui peut avoir le courage, testé positif, de l'annoncer officiellement aussi? Mais si les gens l'ont fait partout ailleurs, je ne vois pas pourquoi au Togo, si à ce cas, l'autorité en question ne va pas le faire. C'est des hommes. C'est humain. C'est humain. Et cette lutte-là, au contraire, c'est-à-dire qu'en le faisant, ça va rassurer la population. Que, mais voilà une autorité qui s'est affichée. Il n'y a pas de route pour cette maladie. Parce qu'on voit comment ça se transmet. Vous savez comment ça se transmet, non? Vous ne voyez pas le danger, vous courez pour aller vouloir le prendre. C'est parce que vous êtes en contact de quelqu'un malade, vous ne savez pas. Et la personne, dans son éternuement, ça tout, vous envoie les gouttelettes de fluide. Peut-être lors de l'exercice, lors d'un voyage, et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que vous avez vu pour aller prendre cette maladie. Donc, il n'y a pas de... les gens ne devaient même pas penser à ce type de cette stigmatisation. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Donc, je pense qu'il faut laisser vraiment les gens s'exprimer, chacun s'exprimer. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent, mais ayez confiance au système sanitaire. C'est cela. Voilà. Merci. Alors, chers téléspectateurs, je rappelle, une des mesures barrières, c'est d'avoir la distance de plus d'1 mètre ou alors 1 mètre au minimum. Voilà, nous respectons ici, dans ce studio, il est très grand, nous respectons plus d'1 mètre de distance, et bien évidemment, pour ne pas nous dire, nous sensibilisons et nous faisons ce qui est contraire à la sensibilisation à la fois. Nous avons respecté la mesure barrière qu'elle a, plus d'1 mètre. Et donc, pour des raisons techniques, on ne pourra peut-être pas s'étouffer avec les masques et parler pour que vous puissiez nous entendre depuis la maison. Voilà pourquoi nous parlons comme cela. Je crois que on s'est compris. Merci de nous rester fidèles. Alors, aujourd'hui, nous avons 23 cas, ce qui est à apprécier, ce qui est à applaudir. Guéri. Beaucoup guéris, bien sûr. Oui. Alors, beaucoup se demandent aujourd'hui quelle est l'alchimie dont dispose le Togo pour aussi guérir rapidement les cas, autant les cas positifs qui sont recensés. Ce n'est pas toujours évident, hein. Dans tous les pays, on voit que le Togo vraiment bat le record en termes de guérison. Alors, alchimie, bon, disons oui et non. Parce que, vous savez, lorsque vous recevez un patient, je ne reste pas dans le cas de Covid seulement. C'est cela. L'objectif premier, c'est guérison 100% sans séquelles. Alors, pour l'ensemble des maladies, diagnostic tôt, vous avez la chance de guérison et guérison rapide et guérison sans séquelles. Mais diagnostic tard, c'est que vous avez la malchance de décès ou guérison mais avec séquelles. Je voudrais caricaturer ça comme ça pour dire que n'eût été, quand je prends les 2 derniers cas de décès, s'il n'est pas arrivé déjà à une phase avancée, parce qu'on a vu ça tardivement dans 2 cliniques qui sont arrivées, je suis sûr qu'on serait à le seul cas, le premier cas de décès. Je voudrais dire, il y a ce qu'on appelle traiter une maladie et ce qu'on appelle prendre en charge un malade. C'est cela. C'est 2 notions à distinguer. Traiter une maladie, c'est que vous êtes sûr que le protocole que vous mettez, les médicaments là, vous allez tuer l'agent causal. Parce que la science a démontré que voilà l'évidence, ça tue. Comme on prend par exemple le paludisme, nous savons que nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les dérivés d'artémisinine, donc Coartem communément appelé. On met ça, on sait que le plasmodium il est mort. Mais prendre en charge
un malade, c'est qu'au-delà du traitement que vous administrez, s'il y en a, parce qu'il y a certains, il n'y a pas de traitement, vous le prenez dans sa globalité, tous les aspects, même jusqu'aux aspects psychologiques. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, dans le cas de Covid, à travers le monde entier, jusqu'à ce jour, aucun traitement n'est homologué. C'est des essais cliniques qui se font partout ailleurs. Et les gens prennent ça comme des protocoles recommandés au standard. Non. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans beaucoup de pays. Et on a vu des conséquences plus dramatiques. C'est pour dire que, pour le cas du Togo, on n'a pas encore eu beaucoup de cas. Mais les cas que nous avons, vous vous rendez compte? On n'a pas encore eu beaucoup de cas compliqués. Compliqués. Mais trois, c'est beaucoup. C'est plusieurs. Mais, comme je l'avais dit, dans la plupart des cas, vous prenez ça, 80% vont guérir sans traitement. Les 20 là vont développer les signes. Parmi les 20, vous allez voir qu'il y a différents degrés de symptômes, de gravité. Et c'est 5% environ qui compliquent et qui en meurent. Et bien évidemment, il peut y avoir d'autres facteurs qui viennent aggraver donc, ce degré, aggraver la survenue des décès. Voilà. Donc il n'y a rien d'extraordinaire aujourd'hui dans la guérison des cas que nous avons au Togo. Il n'y a pas un traitement spécifique qu'on a mis. Nous avons fait essais cliniques avec quelques patients. C'est ça l'équipe de prise en charge est en train de faire. Pour ce qui est annoncé, que tout le monde connaît, les gens pensent qu'il faut prendre ça comme la chloroquine avec d'autres antibiotiques. C'est pour quelques malades. Et puis, je vous annonce, certains sont venus déjà avec ça. Ils ont trouvé ça où? Alors que la chloroquine a été retirée des officines au Togo parce que, entre-temps, il y avait une résistance qui dépassait les 25%. Alors que ça répondait pendant plusieurs décennies. Comme la résistance a dépassé 25%, ça veut dire que sur 100 malades, on se rend compte que plus de 25, le traitement échoue. L'OMS a recommandé qu'on retire ça dans les pays où il y a cette résistance qui dépasse 25%. Et on a introduit d'autres molécules avec tout le protocole, toutes les directives. Du coup, on va le retirer du marché. On l'a réservé pour quelques pathologies spécifiques. Donc, comment les gens peuvent avoir ça pour commencer à se mettre sous traitement? On est en guerre. Nous recommandons aujourd'hui, s'il faut appliquer ce protocole, c'est purement sous surveillance médicale, donc dans le centre de prise en charge. Nous n'autorisons même pas les médecins, qu'ils soient du public ou privé, dans sa structure, de se permettre de dire que je vais traiter Covid. Non, on dit non. Il y a des centres dédiés à ça. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question pour clarifier, parce que les gens racontent beaucoup de choses. Je dis attention, allons-y doucement. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est vrai, avant de revenir sur le suivi qui est fait aux personnes guéries, vous l'avez énoncé tantôt, c'est bien le cas des cliniques privées. Beaucoup, visiblement, reviennent au centre indiqué après avoir passé plusieurs séjours dans certaines cliniques privées et on se rend compte par après que c'est la grande maladie et finalement on atterrit au centre indiqué et c'est déjà trop tard. Comment vous gérez ces cas de cliniques privées, la relation entre le privé et le public aujourd'hui? C'est encore sur ce terrain? C'est vrai. Je peux vous rassurer que la collaboration elle est franche. Parce qu'en tout début, je dis bien tout début, déjà janvier et février, on avait commencé des réunions avec les acteurs. On a fait une grande réunion avec les sous-télés, les responsables des formations santé privées, les ordres, pour déjà anticiper sur les mesures de prévention, parce qu'il y avait des cas qui flambaient en Chine et ça avait pris l'Europe. Mais, l'homme étant ce qu'il est, c'est pas évident que toutes ces mesures soient respectées. Ce n'est pas parce que Covid est venu que cela arrive. Vous savez ce qu'on a, quand on regarde le CHU Sylvestre Olympique, entre-temps, on a dit c'est un mouroir. Parce que qu'est-ce qui se fait? Les gens, on les garde. C'était à raison. Mais parce qu'on garde les gens.
privés, tout ce qui est privé, on fait tout et c'est quand on voit que ça ne va pas sans ce moment, on amène au SACHU. Et souvent, sans document de référence. Et on calcule, souvent c'est la nuit. Vous êtes la nuit des gardes, sans ce moment vous amenez. Et dès on ne veut même pas dire de quelle clinique. C'est arrivé. Et ça, les gens viennent mourir au CHUSO. Ça, c'est on disait et ce n'est pas le seul. Les autres CHU vivent la même chose. C'est-à-dire les centres régionaux et les 3 CHU, ils vivent ces phénomènes. Donc, ce comportement, nous l'avons et c'est ça qui a continué. Mais comme nous avons commencé on a reposé la question, on a remis le point donc, dans les discussions avec tous ces acteurs, donc privés comme en présence de notre ministre, je pense que le message est passé parce que, vous savez, ces cas ont eu à contaminer d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons au total 6 cas chez les agents de santé, dont 5 dans une clinique, une seule. Vous imaginez. Maintenant, il y a d'autres cliniques pour lesquelles on est en train de suivre les personnes contacts pour que dans les 14 jours, qu'on voit qu'est-ce qui est arrivé. Déjà, c'est le fait qui est cette situation qui est mal arrivée, ça va arriver les consciences au niveau de nos confrères et consoeurs des cliniques privées. Voilà ce que je peux dire. Sinon, on s'entend, tous les jours on est ensemble avec l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins. À l'association, on en discute tous les jours et donc la sensibilisation continue entre eux et entre nous pour que très rapidement, lorsque quelqu'un vient ou qu'on vous amène un cas dont les signes sont évocateurs de Covid-19, il ne faut pas traîner, il faut appeler pour qu'on puisse faire le prélèvement et s'assurer que c'est un cas négatif ou positif. Et donc la contact va suivre selon le résultat qui va sortir. C'est cela. Alors, M. Directeur, nous aurions bien voulu entendre le témoignage d'une personne guérie de Covid-19 au Togo, mais je crois que les jours à venir, nous essaierons de faire cet effort. Mais ma question est de savoir aujourd'hui, quel est l'accompagnement qui est réservé à ces personnes sorties guéries de Covid-19? Alors, déjà, vous imaginez quelqu'un à qui on annonce qu'il a Covid-19, alors que la personne a entendu, a vu les gens mourir, des cercueils, on nous montre les images. Et un jour, on lui dit, le premier test est négatif. Mais jusque-là, on ne vous libère pas. 48 ans, on répète le test. Donc ça veut dire que si vous regardez la courbe du niveau, le moral de la personne, depuis le jour où on lui a annoncé, et le jour où on lui annonce son premier test négatif, c'est qu'il est heureux. Et le deuxième, ça veut dire qu'il a gagné. Parce que hier, on nous disait, dans les premiers moments, on disait que ce n'est pas sûr c'est comme il peut y avoir recontamination. Mais aujourd'hui, on est sûr qu'une fois que vous êtes positif et vous négativez après, parce que l'organisme, les virus vont être nettoyés, aujourd'hui, on est sûr que vous êtes immunisé à vie. C'est ce qu'il nous dit. Mais on attend quand même pour la lettre scientifique finale à la fin, parce qu'il y aura tous les éléments sur Covid avec les espèces, ça sortira donc sur cette question. Alors, quand on les libère, on les accompagne. Logiquement, on essaie de voir l'état psychique de la personne. Pour les gens, on voit que vraiment ils sont frères. Il y en a ce qu'on appelle les psychologues de santé, ils sont nombreux. Et on peut faire recours aux psychologues pour les suivre. Parce que vous quittez chez vous, vous allez rester quelque part, là maintenant on va vous accueillir, tout ça là. Donc, votre famille aussi doit vous entourer. Donc, mais j'avoue que sur ces guéris, jusqu'à maintenant, on n'a pas enregistré un cas où on a dit que la personne est arrivée à la maison et il y a eu une catastrophe. Bien accueilli, intégré, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ces gens, c'est des gens qui vont nous aider à communiquer mieux, à faire comprendre à la population donc cette maladie vraiment existait dedans. Puisque les gens certains continuent à faire fi comme rien n'en était, en battant de revers les mesures sanitaires et les mesures du gouvernement qui sont annoncées pour limiter la propagation de cette maladie. Et ça dit qu'après 2 semaines, on ne peut plus passer à un autre test
sur ces gens-là pour voir véritablement si la Non, guérison est non, totale. on a dit des tests. Quand le premier c'est négatif, le deuxième c'est après 48 heures. Quand il sort négatif, c'est fini. On sait que vous êtes. C'est-à-dire que l'organisme a rejeté le virus. C'est fini. Et il n'y a plus de souci à ça. C'est ça. Maintenant, si vous êtes contact ou personne à risque, c'est-à-dire que on vous a fait après 14 jours, c'est négatif. On vous reprend une semaine après, donc 21 jours pour le faire. Parce que on donne la marge de 14 jours, 14 jours, mais il y a des extrêmes. Et c'est comme ça aussi pour toutes les maladies. Hein. Il y a des extrêmes, de quoi l'extrême, on va amener ça à 21 jours. C'est cela. Merci, monsieur le directeur. Je rappelle, chers téléspectateurs, nous sommes avec docteur Essa Thomas Bellewi, directeur général des actions sanitaires, médecin, celui avec qui nous discutons encore cet après-midi autour de cette maladie à virus corona, les mesures et aussi l'état des lieux au Togo. Le Togo qui enregistre aujourd'hui 70 cas confirmés, 23 guéris, encore 44 au son. Merci de nous rester fidèles. Alors, monsieur le directeur, c'est vrai, nous allons faire une petite pédagogie. Depuis le 1er avril dernier, nous avons en mémoire cette notion d'état d'urgence sanitaire. Vous voulez bien nous aider à comprendre encore d'une autre manière, parole de médecin. Ça, c'était le chef de l'État qui déclarait une urgence sanitaire. Quels sont les contours? Alors, vous ne pouvez pas imaginer la joie du professionnel de santé comme moi qui vous parle lorsque le chef d'État lui-même a annoncé l'état d'urgence sanitaire. Alors, concrètement, en quoi cela consiste? Je prends d'abord les infrastructures. Des moyens ont été mobilisés en urgence pour mettre à niveau les structures sanitaires qui vont accueillir les malades Covid. Donc le CHRM commune est là devant nous. Et actuellement à l'intérieur du pays, il y a des sites, il y a 9 sites globalement, qu'on a essayé de voir dans les régions, qu'on est en train de viabiliser pour positionner des tentes. Parce que les tentes, on pourra accueillir beaucoup de malades, même si on arrive à faire une flambée autour. Je peux vous dire que les tentes là, il y a dans Maritime, il y en a à Neho, il y en a dans Zio c'est à la ville. Et dans Plateau, il y en a à Noche, il y en a à Palimi, à Atapami. On devait mettre à Badou, malheureusement, vraiment, terrain accidenté, ça n'a pas marché. Ils sont allés à Couillon, ça n'a pas marché. On est obligé de l'amener à Noche. Quand vous prenez la région centrale, il y a un site. Et il y aura un deuxième qu'on va commencer. Non, le premier est en cours. À Kara, c'est pareil. Il y a un. À Kara, c'est à Sarkawa. Ce qui est en train. Et maintenant, il y aura un deuxième. Mais quand vous prenez Savane, il y a 2. Un à Mango et un à Dapon. Donc, ces sites vont être exploités avec l'équipement qu'on va amener pour les malades. Il a été décidé de retenir en attendant des centres médico-sociaux. Vous savez, centres médico-sociaux, c'est ce qui est au-dessus un peu de dispensaires chez nous. Il y a dispensaires, CMS, où on sait que là, par région, qu'on va réhabiliter en urgence, ajouter toutes les installations qu'il faut par rapport aux incinérateurs, s'il n'y en a pas, on va mettre les toilettes, renforcer le courant, l'eau, puisqu'il faut. Voilà. Ça, c'est l'urgence. Je regarde l'infrastructure. Maintenant, l'équipement, le matériel, moyens mobilisés en urgence par le gouvernement, avec encore l'appui des partenaires. Et vous avez vu tous les jours, le matériel, l'équipement, les médicaments arrivent, les intrants de laboratoire arrivent, les matériels de protection, ça arrive, les respirateurs sont annoncés, les tentes, tous les cliniques mobiles sont annoncées, les laboratoires mobiles sont annoncés. Voilà. Et en termes de prestations, vous voyez la décision qui a été prise, donc une équipe
donc dédiées à la prise en charge, plusieurs équipes ont été mobilisées, formées. Et on a commencé la prise en charge sur les sites qui sont déjà fonctionnels. Le laboratoire, le laboratoire de référence, l'Institut national d'hygiène, a été fortement renforcé. C'est pour ça que ce laboratoire arrive maintenant à nous sortir le résultat, parce que ce nombre-là est massif. Alors que la capacité, depuis là, on n'avait pas pu atteindre la capacité lorsqu'on veut lancer. Pour être efficient, vous ne pouvez pas prendre 2-3 prélèvements pour mettre dans la machine. Alors que la capacité actuelle, c'est 90. Maintenant, on arrive, puisque quand on prélève beaucoup, on met. Et maintenant, on sort le résultat, ils refont les choses, on prend encore le deuxième lot, ainsi de suite. Il y a les cliniques mobiles qui sont annoncées, les laboratoires mobiles vont sillonner l'intérieur du pays. Vont sillonner. Oui. Et si on pense encore. Oui, pour ce dépistage. Parce que la stratégie de dépistage a été fortement recommandée. Donc, on ne va pas se limiter à le mettre seulement. Donc, c'est pour ça la disposition prise pour l'intérieur du pays. Et donc, ça permet donc, de rapprocher. Des dépistages systématiques. Oui, pour les personnes à risque. Très bien. Parce qu'on ne peut pas dépister toute la personne. Les personnes à risque là, les gens se connaissent. Alors, permettez-moi de faire un petit zoom. Parce que, avant, nous avons un débat, on dit, les gens qui reviennent de l'extérieur, c'est eux, on prend mais en quarantaine. Aujourd'hui, je vais vous poser la question. Les gens qui ont voyagé, qui, malgré le bouclage des villes, les gens faufilent et tout ça, ce n'est pas des voyageurs. Nous sommes à Lomé ici. Il y a 5 districts sanitaires. Il y a Agoy, Golf, tout ça là. Golf, Agoy. Est-ce que cette circulation interurbaine entre des districts là, ce n'est pas des voyages, ce n'est pas des déplacements à risque, puisque vous pouvez prendre ça lors du déplacement, soit dans un taxi, soit sur taxi moto, où vous êtes allé pour un achat, ainsi de suite, et plus ne citer que cela. Donc c'est pour dire que plus vous dépistez tôt, vous allez sortir les positifs, vous allez les prendre en charge tôt, vous allez couper la chaîne de transmission. Tu vois, les deux avantages liés au dépistage. C'est ce qu'on appelle, nous chez nous on dit, c'est la prévention secondaire. Donc vous les sortez rapidement du gros lot et c'est ça qui va vraiment permettre de contrôler cette épidémie chez nous. Donc voilà grosso modo ce que je peux ramasser. C'est vrai qu'il y a d'autres composantes sur lesquelles je ne vais pas aller dans ces détails. Maintenant, pour que cette crise sanitaire par rapport à l'état d'une qui a été décrétée, pour que ça soit bien huilé, ça marche, qu'on ait de bons résultats, voilà pourquoi il y a accompagnement des autres secteurs. La fonction publique qui est venue essayer de recadrer les horaires, fixer les horaires et recadrer par rapport aux activités. Il y a le ministère de l'Économie et des Finances qui est impliqué par rapport aux mesures sociales. Ouais, la fiscalité, tout ça, des mesures ont été prises à l'endroit de l'autre parce qu'il y a beaucoup de vulnérables au Togo. Voilà pourquoi le ministère chargé de la sécurité est chargé de tourner cette force spéciale annoncée, les 5000 hommes, puisqu'il y a des gens qui ne respectent pas, il y a des gens qui n'appliquent pas. Donc ces mesures viennent pour accompagner cet état d'urgence sanitaire. Comme ça va marcher. Mais en réalité, si on respectait les mesures du gouvernement, on n'avait pas besoin, je l'ai dit, on n'avait pas besoin de 5000 hommes pour ça. Naturellement. Parce qu'on dit ça, les gens font le contraire. Les gens font juste. Donc, maintenant, on est obligé d'aller mettre 5000 hommes. Vous voyez, on va mobiliser 5000 hommes. Il faut qu'ils soient protégés dans l'exercice de leurs fonctions. Parce qu'ils peuvent être exposés. Non, on est d'accord. Tout à fait. Ça demande aussi des moyens supplémentaires. Alors que, côté sanitaire, ça ne va jamais suffire. En santé, les dépenses de santé, même si on vous met des milliards, on vous double même le budget dans l'année, vous allez voir qu'il y aura toujours des besoins qu'on va vous annoncer. C'est pour ça qu'il faut toujours prioriser. Donc voilà ce que je peux développer dans l'état d'urgence sanitaire. Très bien, c'est vrai que sur
le point social aujourd'hui. C'est vrai, des mesures sont prises et beaucoup de choses se font dans ce secteur. Programme Norvici qui vient d'être lancé. Il y a là encore, il y a là aussi des choses à dire, mais vous n'êtes pas là pour ça de toutes les façons. On aura le temps de discuter davantage les à côté de ce programme et voir si véritablement tous les Togolais se retrouvent dans ce créneau, se retrouvent véritablement en termes de vulnérabilité dans ce créneau. Je crois que nous aurons quand même le temps de revenir là-dessus sur cette même antenne. Alors, monsieur le directeur, aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons, nous connaissons des formes de manifestation de cette maladie à virus corona. Tout le monde le connaît, mais apparemment, c'est une maladie qui est toujours jusque-là pas très maîtrisée de tout le monde et continue de développer des aspects de jour en jour. Est-ce qu'à ce jour, il y a encore des signes nouveaux qui viennent s'ajouter à ceux que nous connaissons déjà comme étant signes de ce virus? Bon, signes nouveaux, je dis non. C'est-à-dire que elle se manifeste comme toute grippe. Alors, beaucoup vont rester sans symptômes, asymptomatiques, la 80%. Beaucoup vont être, c'est-à-dire que nous on dit aussi symptomatiques, soit un signe ou quelques signes très légers. Donc, simple rhume par exemple. Alors, parmi ceux qui vont manifester des signes francs, évidents, patents, il peut y avoir simple fièvre, associée ou non, des maux de tête, la toux, tu tousses sérieusement. Une toux sèche qui vous, vraiment, ça vous dérange le poumon. Vous pouvez avoir le corps cassé totalement, donc douleur musculaire, c'est-à-dire qu'au niveau des articulations, mal de gorge, oui. Il est même décrit des problèmes abdominaux, voire diarrhéens, c'est décrit. Donc, des tableaux, il y a plusieurs tableaux, plusieurs types comme ça qui peuvent exister. Chez certains, vous irez avoir le tout même. Maintenant, il faut croiser les symptômes avec la notion de risque que vous avez. Donc, risque, c'est-à-dire que est-ce que vous avez entré en contact avec quelqu'un qui était positif? C'est là où j'avais dit, vous pouvez être en contact avec quelqu'un positif, mais vous ne savez pas, lors d'un déplacement par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on dit les gens qui voyagent. Et je précise, je le dis, j'insiste, aujourd'hui, ce n'est pas dire que voyage à l'extérieur seulement, puisque les voyages à l'intérieur du pays, maintenant, nous ont amené des cas comme la preuve. Si je prends le premier cas, non, le cas index, le chauffeur est venu prendre le cas index à Ilakonji. Vous avez compris? Il l'a amené à Lomé. Il a pris ça. On va dire qu'il n'a pas voyagé. Mais quitter Lomé et aller à Neho, c'est quoi? Vous voyez, cette nuance qui vient, qui commence à nous faire. Donc, c'est lors d'un transport. C'est-à-dire que dans un moyen automobile ou moto, ou bateau, avion, dans tous les cas, là où il y a eu contact avec quelqu'un qui portait vous allez partir. Donc, il faut qu'on se dise que cette notion-là, entre nous ici, on peut se contaminer sans le savoir. Le fait que nous bougeons parce que nous ne sommes pas confinés chez nous. Voilà ce que je peux faire. Est-ce que malheureusement le Togo s'aventure vers un confinement général comme on le voit dans certains pays? Mais le Bénin dit qu'il ne peut jamais arriver à cette étape. Est-ce que dans la situation actuelle, le pays s'aventure vers cette étape aussi drastique? Alors, tout dépendra de l'évolution des cas. Nous sommes aujourd'hui à 70. Hein. Oui, on est à 70, mais on sait pourquoi c'est venu comme ça. Parce qu'on a pris les gens en masse, on a fait. Voilà. Tout dépendra de l'évolution. Et tout dépendra de comment nous respectons les mesures prises par le chef d'État et son gouvernement et les mesures sanitaires. Alors, si on voit que
ce n'est pas efficace. On fait quoi? Prenez les marchés. C'est vrai, le Bénin a dit, je ne vais pas confiner ma population. Le Bénin, ils l'ont dit, ils ne vont pas confiner la population. Regardez les marchés. La distanciation sociale, les 1 mètre. Pas toujours respecté. Pas toujours respecté. Alors, vous pensez que si on commence à avoir beaucoup de cas parmi les commerçants locaux, le gouvernement va garder les marchés fermés et ouverts. Donc, ça dépend de l'évolution. Qu'est-ce que les chiffres que nous communiquons là, quand on les analyse en tenant compte des différents paramètres, qu'est-ce que ça donne? Les paramètres, comme vous les connaissez, c'est-à-dire qu'on regarde l'âge, le sexe, la profession, au-delà de sa profession principale, les activités. Parce que des gens, au-delà de ça, les gens font d'autres choses que dans la journée. On va regarder tout ça, ajouter les notions de déplacement, tout ça là. Et c'est quand on va croiser ces données, ça pourra attirer l'attention des autorités pour qu'ils décident. La décision, c'est l'autorité qui va décider. Sinon, les techniciens vont faire produire l'information pour amener l'autorité à décider. Donc, le confinement général n'est pas écarté. Même si on ne le souhaite pas. Personne ne le souhaite. Moi, je ne le souhaite pas. Moi non plus. Je ne le souhaite pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut que la population soit vraiment conscience individuelle et collective. Et nous pensons que le gouvernement ne va pas nous amener à un confinement général parce que ça va être très suicidaire. Très suicidaire. Surtout. Oui. Vous avez vu le port de masque, on dit aujourd'hui obligatoire pour les gens au marché, les conducteurs, les engins à 2 roues. Mais vous voyez dans la circulation ce que se passe. Parfois les gens ils ont ça. Ils prennent, ils mettent sous le menton. Ouais. Le masque se porte en couvrant le nez, la bouche, parce que c'est par là que ça peut sortir. Non. Et il faut bien le porter. S'assurer qu'il est amarré ici au niveau du nez et sous le menton. Très bien. Vous avez votre masque, monsieur le directeur. Si vous l'avez avec vous, nous allons apprendre à mettre un masque. Parce que malheureusement, nous voyons aujourd'hui dans la circulation des masques qui sont comme des barbes. Effectivement, bon, comment on a gardé la distance et j'étais tenu très bien. Là, nous allons quand même aller à la pédagogie. Alors, quand vous prenez le masque, ça c'est le masque chirurgical, simple. Tout à fait. Normalement, vous regardez, il y a 2 couleurs. Vous voyez qu'ici, c'est le blanc. Et là, c'est du bleu. Il faut d'abord le regarder, s'assurer qu'il n'y a pas de trou. Parce que si un trou, vous le mettez, c'est que vous n'avez. Il n'y a plus de barrière. Vous regardez quel est le bord. Il y a un bord métallique, c'est dur. Et un bord qui est souple. Donc ce qui est dur là, c'est ça qui va être sur le nez. Ce qui est blanc, c'est ça qui est en dedans. Donc, avant de l'enlever, ici, je peux faire l'exercice. Avant de l'enlever, il est conseillé de se laver les mains. Vous lavez les mains avec l'eau et le savon, comme on nous a appris comment laver, filtrer, tout ça là, frotter partout dans les creux. Vous faites ça, très bien. Vous prenez votre gel. Moi, j'ai mon gel, je mets dans ma poche. Portatif. C'est portatif. Vous allez donc passer le gel ou une solution hydroalcoolique. Vous le passez. Ça veut dire que vous dites que peut-être que vous portez. Si vous l'avez, vous ne l'avez pas. Non. Et maintenant, vous prenez votre masque. Comme je l'ai dit, je prends le blanc, je mets sur le nez. Je vais bouger mes lunettes. Je mets sur le nez. Je mets les languettes là derrière l'oreille, comme les filets là, et je tire. Ici, j'appuie pour que ça marque sur le nez, et je tire pour que ça couvre jusqu'au menton. Et quand je suis comme ça, je dois éviter, parce que nous sommes maintenant, c'est le port maintenant, l'utilisation. Je dois éviter de porter les mains sur le masque. Parce que si je croise quelqu'un malade, il me projette ça. Il n'a pas porté, il me projette ça. Et je le mets là-bas. Comme dans les mesures, on a dit
d'éviter de porter les mains aux yeux, visage. au nez. Si je prends ça ici, je mets ici, je l'ai pris. Et par mes gardes, je passe à mes yeux, là, et ça va rentrer. Donc, d'éviter au maximum de porter les mains sur le masque. Si ça vous dérange, il le fait subtilement, vraiment. Et si vous voyez qu'il est humidifié, vous n'avez pas besoin de... C'est-à-dire vous-même, vous allez sentir, ça ne va pas. C'est que vous allez le changer. C'est cela. Oui. Malheureusement, il y a certains Maintenant, masques. pour l'enlever, ça aussi, les gens... Si tout à l'heure je le prends, comme on voit les gens, ils tirent, ils mettent sous le menton. Vous tirez, vous mettez, vous ne savez pas si vous avez ça sur la face extérieure ou pas. C'est que vous n'avez rien fait. Pour l'enlever, il y a une manière de le retirer. Donc, doucement. Donc, vous enlevez sous les oreilles. Il faut l'éloigner déjà de votre face. Parce que, s'il est là-bas, qu'est-ce que vous faites? Et rapidement, dans la poubelle, et vous fermez. Évitez que la face extérieure vous touche. Ou évitez de l'agiter, parce que si vous l'agitez, ça peut tomber sur vos habits ou bien dans votre visage. Vous allez le prendre et vous le mettez dans la poubelle et vous fermez. Voilà ce qui est recommandé. Mais les gens vont nous dire que ce n'est pas évident. Dans la pratique aujourd'hui, il y a certains masques qu'on utilise comme les masques de fabrication artisanale. Voilà, comme des mouchoirs. Et de temps à autre, quand on transpire, on s'essaie quand même de scier le visage avec. Le Togo ne produit pas ce type de masques chirurgicaux là. Et ce qui est vraiment, il y a une autre recommandée lorsqu'on va vers les patients même. On ne produit pas. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas interdire les masques de fabrication artisanale. C'est pour ça, nous, on a discuté, on a dit, ça protège. Quand tout le monde met là, au moins on sait que s'il y a des tousseurs, ça retient dans cette barrière-là. Voilà. Mais faire semblant de mettre et après descendre au nez. Ou bien faire semblant de mettre et dès que il voit que quelqu'un arrive, il en met. J'ai dit, hier, j'ai fait une expérience personnelle que je voudrais partager. J'avais souci de mon portable cellulaire. Et après une réunion en ville, au ministère des Infrastructures, je suis allé vers les techniciens qui sont non loin sur le boulevard circulaire. Mais c'est une connaissance, je sais que le gars ne peut pas me tromper en me faisant le travail. Quand je suis rentré, ils étaient 4 assis et chacun avait son masque sous le menton. Le gars était très gêné. Et il s'est excusé. Parce qu'il a demandé ma vie, je l'ai regardé, parce que c'est lui que je connais. Voilà des exemples. Ils avaient tous les masques. Ce que je voulais, ils avaient tous les masques. Dans leur kiosque vitré là. J'ai dit, mais finalement, le masque, il sert à quoi? Et j'ai commencé à faire la pagaille. Et j'ai passé la communication rapidement en quelques minutes. Et vraiment, j'ai senti que ça... Et bon, je vais faire un tour encore un jour pour voir si vraiment il est de sensibiliser tous les autres sous l'alignement là. Voilà. C'est cela. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Avant de nous séparer, voilà, vous avez parlé du port des masques aujourd'hui. Il y a une crise à ce niveau, mais de façon générale, est-ce que vous voyez aujourd'hui que les mesures barrières sont quelque peu considérées, je dirais pas respectées, et considérées autour? Oui, la réponse est oui. Parce qu'on voit, par rapport au masque, les gens, beaucoup le portent. Même si certains résistent là, beaucoup le portent. C'est déjà très bien. C'est l'occasion de remercier, féliciter toute la population togolaise. Solidarité nationale, solidarité côté financièrement et solidarité aussi dans la communication pour qu'on ne pense pas que c'est seulement ceux qui passent sur les chaînes, ceux qui regroupent les gens pour leur parler dans les préfectures. Non. C'est nous tous, on peut se faire, on peut contribuer dans cette communication. Vous regardez les dispositifs de lavage des mains. Avant, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de magasins l'ont mis devant leur entrée. Beaucoup de services l'ont mis. Les services de l'État, aujourd'hui, les banques, on a mis. Le lavage de mains avec le savon et les gels. C'est déjà un pas, un grand pas. Et j'encourage sincèrement tous les services, privés comme publics, à aller dans ce sens. Ça va diminuer vraiment
drastiquement la chaîne de transmission de ces maladies. Merci, monsieur le directeur. C'est vrai, malheureusement, notre temps nous talonne, mais cette question très rapidement, est-ce qu'il y a des personnes à risque aujourd'hui, personnes à risque, c'est-à-dire des gens qui ont certains comportements et qui peuvent favoriser rapidement la complication de cette maladie lorsqu'on arrive à être atteint? Oui, je peux vous dire que la plupart des décès qu'on a enregistrés à travers le monde, c'est chez les personnes âgées, donc l'organisme est déjà fragile, c'est chez les personnes qui portaient déjà des maladies, souvent les maladies chroniques. Ce que vous appelez des comorbidités. Les comorbidités. Ils peuvent avoir la tension, l'hypertension, pardon, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies, les tumeurs qui peuvent... Donc, toutes ces... les hémoglobinopathies, comme on a appelé hématie. Voilà. Donc, ces gens sont fragiles. Et c'est ça qui donc, donne la mort dans la plupart de ces cas. Parce que quand il y a complications respiratoires, c'est pas évident que la prise en charge vraiment donne de bons résultats. Comme c'est un virus qui attaque souvent le système pulmonaire, les fumeurs, est-ce qu'ils ont quelque chose à se reprocher à ces temps-ci? Non, bon, ils sont fumeurs. Vous savez, qui fume, fumera. C'est vrai, parmi eux, il y en a qui vont arrêter à un moment de leur vie, mais ils sont peu. Mais comme ils sont dans leur habitude, le risque est élevé puisque vos poumons sont déjà endommagés. Donc, si vous avez le Covid et que les signes, ça commence à faire les dommages, naturellement, c'est une logique, hein. Naturellement, vous êtes fortement... vous avez plus de chances de mourir. Ma chance. Malheureusement, plus de chances malheureusement de mourir. Donc, si on est fumeur à ce temps-ci, Covid-19, est-ce qu'il y a lieu d'arrêter? Malheureusement, on peut temporiser. Vous savez, le tabac, c'est comme l'alcool. Tout ce que vous fumez ou tout ce que vous consommez par jour en termes d'alcool, ne pensez pas que ça s'élimine et puis c'est fini. Il y a toujours quelque chose qui reste à fragiliser votre organe. Ça s'entasse. Et à un moment maintenant, l'organe il lâche. Il faut développer maintenant les symptômes liés à cette consommation excessive d'alcool ou de tabac. Il y a le de faire attention. Ah non, ça c'est clair. Il faut dire les choses très claires. Les gens pensent que oui, j'ai fumé pendant que j'ai arrêté. Le dommage est déjà là. Vous avez fragilisé vos poumons. Et donc, moindre chose, vous allez développer, souvent c'est les maladies tumorales. Hein. Et puis si ceci vient s'ajouter, c'est le cas. Voilà, vous allez rentrer en insuffisance respiratoire. Et si l'assistance respiratoire n'est pas au point, vous pouvez perdre votre vie facilement comme ça. Merci, monsieur le directeur. Votre mot de la fin maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions des téléspectateurs qui nous sont adressées, mais malheureusement, nous ne pourrons pas y aller compte tenu de notre temps. Nous avons encore toutes les séances devant nous pour répondre à vos différentes questions liées à cette pandémie et au nom de cette lutte commune que nous menons. Monsieur le directeur, votre mot de la fin. Alors, il faut que nos concitoyens et concitoyennes aient confiance en leur système de santé, et respectent, appliquent les règles annoncées et éditées par le chef d'État et son gouvernement. Cela va nous amener loin parce que nous avons la solution là-bas. Nous avons tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour qu'on puisse barrer la route à cette maladie. C'est ce que je voudrais dire à la population pour dire la résistance, la réticence, la récalcitrance, c'est pas bon face à cet ennemi invisible. Merci, monsieur le directeur. Je voudrais aussi profiter, saisir l'occasion pour vous demander de garder toujours un œil sur les produits de protection, notamment les masques et autres, dans les différentes pharmacies, afin que les prix puissent être gardés. C'est vrai, ça a été dit, mais le suivi, il faut que cela véritablement soit fait. Connaissant le pouvoir d'achat du Togolais aujourd'hui, se trouvant dans cette situation de crise, quoi qu'on dise, il ne faut pas qu'il y ait de spéculation au niveau des prix qui puisse véritablement fragiliser davantage le respect de ces consignes barrières. Tout à fait. Merci, monsieur le directeur. Merci bien de donner. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Restez toujours avec nous sur la radio-télévision d'État Santé. À très bientôt sur nos différentes émissions, bien évidemment. Au revoir. Merci beaucoup.